Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, Lomé encore sous la pluie ce matin et même ce soir. Une pluie diluvienne, réelle préoccupation pour les habitants des zones inondables, on y pense tous. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat vient de présenter une cartographie de ces zones. Ça pourrait aider à prévenir. Les explications en début de journal. La pluie, pas seulement une menace, une bonne nouvelle aussi pour les producteurs, les paysans dans les zones agricoles. La saison a démarré il y a de cela 3 mois. Les intrants agricoles aussi disponibles. Comment les répartir? Nous nous intéressons ce soir au circuit de distribution. Autre enquête dans cette édition, l'impact des cantines scolaires sur le rendement des élèves. Mieux ils mangent, plus ils sont assidus et studieux. On le verra tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Les mardis se succèdent et se ressemblent en ce mois de juin à Lomé. Lomé qui a été ce mardi encore abondamment arrosé ce matin et même ce soir. Des pluies diluviennes, non sans conséquences pour les populations, surtout dans les zones inondables. Comment justement prévenir ces inondations? Comment se déplacer en temps de grosses pluies par exemple? Il faut d'abord en évidence connaître ces zones. Une cartographie vous renseigne désormais. Vous allez le voir, c'est un reportage de Emmanuela Diaglo avec Esser Laclé. Le phénomène d'inondation est de plus en plus récurrent sur la côte ouest africaine. Malgré les dispositions prises, rien ne semble maîtriser les caprices de la nature. Le Togo anticipe sur les événements en élaborant une cartographie de gestion des inondations dans la ville de Lomé et ses environs. Une tracée réalisée par la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes avec l'appui de la Direction générale de la cartographie et la Banque mondiale. 3 cartes ont ainsi été dessinées. Pour pouvoir organiser les secours, il faut disposer d'une carte qui montre les chemins et les points non vulnérables pour le déplacement de la population. Donc, une des 3 cartes, justement, fait office de cela. La deuxième carte, c'est une carte de vulnérabilité, parce que lorsqu'il y a pluie, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où sont les zones les plus vulnérables, où ils risquent de se noyer. Troisième carte, c'est une carte de synthèse des deux, qui permet donc aux gens d'agir rapidement lorsqu'il s'agit de mener des secours. Désormais, ces cartes sont mises à la disposition du département de la sécurité et de la protection civile par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et nous pensons que l'élaboration de ces cartes qui retracent en détail les détails de la ville de Lomé, les détails artificiels et les détails naturels, à savoir la position des routes, la position des habitats, la morphologie des sols, et les zones inondables, les zones marécageuses et les zones élevées. Alors, cette carte permettra à tous les acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes naturelles, au moment de secourir la population, de savoir comment se positionner pour pouvoir faire un secours efficace. Lorsque l'alerte est donnée, l'intervention aussi compte beaucoup. Donc cet après-midi, il y a eu cette séance de remise des cartes. Nos services vont exploiter ces cartes pour qu'à l'avenir, si jamais il y a des cas de sinistre, surtout des cas d'inondation, que les sapeurs-pompiers et les autres services techniques qui interviennent puissent rapidement secourir nos compatriotes. Nous ne pouvons pas empêcher la pluie de tomber, mais ce que nous pouvons faire au niveau de nos concitoyens, c'est leur demander de respecter certaines règles élémentaires de civisme, ne pas boucher les caniveaux. La cartographie de gestion des inondations a été initiée dans la droite ligne de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction de risques de catastrophes naturelles sous l'égide du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Elle servira également à la mise en place d'une base de données extensible aux autres secteurs. Les inondations réelles, problème vécu en ces temps de pluie. L'autre menace, eh bien, c'est l'érosion côtière. Nos côtes sont en effet menacées. Comment lutter contre le phénomène? La Banque mondiale est prête à aller à l'initiative dans la zone ouest africaine. Un projet d'assistance technique et financière est en discussion depuis ce matin à Lomé. Les précisions désirées d'Agovi, Komu Boyode. Une fois validé, ce programme d'assistance technique et d'investissement face aux menaces qui pèsent sur le littoral ouest africain prendra en compte la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo. Ces pays fortement touchés par l'érosion côtière qui avance à grands pas.
et aussi victimes des effets de changement climatique. À noter que pour la seule année 2005, 150 catastrophes ont été enregistrées avec au moins 92 000 morts, à en croire le secrétariat de la stratégie internationale de prévention de catastrophes. Il y a donc lieu d'agir rapidement et la Banque mondiale ne lésine pas sur les moyens. Il y a deux volets. Il y a un volet qui est d'appropriation, de concertation, de sensibilisation avec tous les partenaires et surtout au niveau même des décideurs et d'intégration de cette dimension de gestion du littoral, d'adaptation au changement climatique dans leur plan de développement et dans leur plan d'investissement. Il y a un autre niveau qui est plus opérationnel et qui repose en très grande partie sur un travail très important que l'unité économique, monétaire et financière de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, avait déjà lancé il y a quelques années et qui a abouti à un schéma régional d'aménagement du littoral de 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour les autorités togolaises, cette initiative vient en appui aux efforts du gouvernement pour garantir aux populations et aux opérateurs économiques des conditions de vie et de travail sécuritaires. La zone côtière du Togo fait face à certains défis énormes qu'il faut relever. Ainsi, il est donc impérieux de prévenir la survenue des sinistres écologiques, d'autant que le déferlement des vagues lors des marées hautes et les inondations ignorent l'importance des établissements humains et les infrastructures socio-économiques installées dans la zone côtière. À cet effet, il est de la responsabilité de l'État de garantir à nos populations des conditions de vie et de travail sécurisantes dans un environnement sain et aux opérateurs économiques des conditions favorables qui garantissent les investissements à long terme dans la zone côtière. Selon la Banque mondiale, ce programme prévu pour durer au moins 2 ans va permettre donc d'intensifier la lutte contre l'érosion côtière et de renforcer la résilience climatique en Afrique de l'Ouest. Les pluies, nous l'annoncions tout à l'heure, pas seulement conséquence d'inondation ni d'érosion. Les pluies, c'est aussi une bonne nouvelle pour la saison agricole. Elle a d'ailleurs démarré depuis 3 mois déjà au Togo. Et pour accompagner les producteurs, les paysans, eh bien, le gouvernement met à disposition des intrants agricoles. Question de ce soir, comment se fait la distribution? Le circuit est-il suffisamment sécurisé pour éviter toute spéculation? Nous posons la question, élément de réponse dans ce document de Edem Sousouko. Pour la production vivrière de cette année, 50 000 tonnes d'engrais notamment, les NPK 15-15-15 et l'urée sont disponibles pour couvrir les besoins des agriculteurs. Ces intrants agricoles sont répartis dans 113 magasins sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, le gouvernement a subventionné à 30% les engrais afin d'accompagner et de soutenir le monde paysan. Le prix du sac de 50 kg est de 11 000 francs CFA. Tout est mis en œuvre pour que les producteurs, où qu'ils se trouvent, puissent être approvisionnés. À part donc ces 113 magasins, nous répondons depuis quelques années à une stratégie qui voudrait qu'on rapproche plus les engrais des producteurs. Nous répondons dans le cadre de cette stratégie aux organisations paysannes qui font la demande groupée des engrais. Nous répondons en leur amenant ces engrais au niveau de leurs locaux, des magasins qu'ils possèdent. Et cela permet de rapprocher plus ces intrants agricoles et de les mettre aussi dans les mains propres des producteurs. Et à part les organisations paysannes, nous avons aussi le circuit qui va vers les ONG qui travaillent dans le monde rural, qui participent à l'encadrement des paysans. Ces ONG aussi reçoivent sur demande des engrais de la CAGIA. La subvention qui entraîne la baisse du prix des intrants de fonds NPK 15-15-15 et des engrais de couverture urée intéresse les spéculateurs qui aiguisent leur appétit. Mais c'est sans compter avec la vigilance et les garde-fous du gouvernement. La CAGIA donc a initié des comités de suivi et d'appui à la gestion des intrants agricoles au niveau de chaque magasin de distribution.
Ces comités sont composés des représentants des paysans, des communautés locales à travers les communautés de villageois de développement ou communautés cantonaux de développement. Et il y a aussi les représentants des autorités locales, le chef canton ou le chef de village peuvent avoir un représentant. À ces membres, il faut ajouter un agent de l'encadrement rural. Le comité est complété par le gestionnaire de magasin de la CAGIA, qui est un comptable de la CAGIA. Et donc, le rôle du comité, c'est de s'assurer que les engrais arrivent dans le magasin où il est préposé. Et de s'assurer aussi que ceux qui viennent chercher les engrais au niveau du magasin sont effectivement des producteurs. En dehors des engrais, des semences améliorées, notamment du maïs, du riz et du sorgho, 350 tonnes au total, sont aussi disponibles avec 16 000 litres de produits phytosanitaires. Si l'on sait que la récolte est programmée dans la qualité des semences, la CAGIA exhorte les paysans à utiliser rien que des semences certifiées. À ce prix, ils peuvent espérer de bons rendements avec l'apport des engrais. Et voilà qui nous amène aussi à évoquer ce soir la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. La FAO présente au Togo depuis plusieurs années aux côtés des populations, en appui au gouvernement. Plusieurs projets peuvent être évoqués ce soir. Comment s'exprime-t-elle la FAO sur le terrain au Togo précisément? Eh bien, voyons cela avec Augustin Kossi et Adolphe Paca. Le Togo est aujourd'hui classé parmi les 11 pays africains ayant réduit de moitié la proportion des personnes menacées par la faim. Et cette performance, il l'a réalisée 3 ans avant l'échéance fixée en 2015 pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. C'est parce que le gouvernement togolais a très tôt développé une stratégie pour promouvoir l'efficacité dans les domaines agricoles et de sécurité alimentaire. Ce résultat, c'est aussi le fruit de la synergie d'actions engagées entre l'État togolais et ses partenaires, en l'occurrence l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui l'a toujours accompagné dans ses programmes. On est à la fois assistant technique et conseiller des différents départements du gouvernement avec lesquels on travaille. Les FAO privilégient beaucoup les études, la connaissance des choses, parce que quel que soit le montant d'argent qu'on a, on ne peut pas transformer des réalités qu'on ne connaît pas. Ça va pour les FAO comme ça va aussi pour les différents départements du gouvernement. C'est ainsi que la FAO accompagne le Togo depuis l'élaboration du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire jusqu'à sa mise en œuvre dans ses différentes composantes. En validant en juin 2013 le document cadre de programmation par pays du Togo, la FAO et Lomé signaient encore un nouveau départ de partenariat. Une approche innovante qui vient fixer les priorités de la coopération entre les deux parties. Toutes les priorités sélectionnées, retenues dans le cadre de ce document cadre, ça vient de la contribution et de travail des Togolais. On avait créé une task force qui a intégré 8 ministères. Les priorités sur la période 2013-2017 entre le Togo et la FAO sont ainsi clairement définies en 3 axes: le renforcement des capacités de production agricole et de sécurité alimentaire, la préparation et la réponse efficace aux menaces et urgences alimentaires et agricoles, puis l'amélioration du cadre de gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles, qui déjà en 2014 a obtenu un financement à hauteur de 45 millions de francs CFA. Dans la mise en œuvre de ce projet, il y a certaines activités qui sont confiées aux associations, aux ONG, qui ont été recrutées, qui doivent accompagner les populations dans l'exécution de ces activités. Dans l'ensemble, 3000 hectares sont prévus pour faire le reboisement, c'est-à-dire que 3000 hectares devraient être reboisés par ce projet-là. La coopération entre la FAO et le gouvernement togolais se porte alors de la plus belle manière. Une bonne base pour mieux relever les défis dans les différents domaines, depuis les systèmes de production jusqu'au maintien de la stabilité et de l'accessibilité des produits alimentaires aux populations. Un bond en avant en matière de recul de la faim et de promotion de la sécurité alimentaire.
Et la FAO, c'est l'un des nombreux partenaires du Togo, notre pays, qui entretient également, vous le savez, de très bonnes relations avec ses partenaires du Sud, les pays de la sous-région d'Afrique. Voilà pour le tableau. La question, quel intérêt pour notre pays dans ces partenariats Sud-Sud? Question-réponse, Carmen Madji Akapo. Le Togo a axé son programme de développement ces dernières années sur l'accélération de la croissance, la promotion de l'emploi et l'inclusion financière et sociale, puisque le contexte actuel est marqué par un taux de pauvreté estimé à 45% et le taux de chômage est à l'ordre de 29,1%. Des relations de coopération se tissent alors de plus en plus avec des pays étrangers et surtout ceux des pays du Sud, et c'est pour atteindre les objectifs fixés. Les domaines touchés sont le commerce, les finances, la politique, entre autres. Souvent, ces partenariats se font sur le principe gagnant-gagnant. Si quelqu'un vient investir chez moi, créer une usine pour produire quelque chose qui me permet d'exporter, de toute façon, nous sommes gagnants dans la mesure où on a investi chez moi. Vraisemblablement, on va acheter du ciment, du fer, etc., des produits du cru. Deuxièmement, on va recruter de la main-d'œuvre de chez nous. Et donc, nous allons résorber d'une manière ou d'une autre de chômage qui vont constituer des entreprises ici. Nous restons relativement ouverts et les Marocains sont assez bien formés et peuvent aussi aider à la formation de notre main-d'œuvre. Ils sont également assez bien équipés en termes médicaux. Ce qu'il nous faut, c'est tout simplement que notre population tire profit de tout ce que nous faisons, comme nous mettons en place comme politique économique du pays. Pour donc mieux tirer profit de ces relations, le Togo doit améliorer encore plus ses infrastructures. Nous pensons investir dans des vecteurs qui nous permettent de rentabiliser beaucoup plus le port, parce que ce n'est pas tout d'avoir un port à eau profonde et avoir beaucoup de marchandises qui transitent par ici, si nous n'avons pas des vecteurs pour en fait transporter la marchandise du port jusqu'à Saint-Cassé, jusqu'à vers le nord, c'est-à-dire au Burkina, au Mali, au Niger, etc. Et même au Nigeria, si nous avons des vecteurs. Donc, les routes sont en train d'être construites, mais nous pensons au chemin de fer. Donc, il faut ces vecteurs-là pour rentabiliser notre port. Donc, il est donc évident que cette diplomatie économique engagée par le gouvernement est bien la solution pour hisser le pays sur le peloton des pays émergents d'ici à 2030, puisque déjà un nouveau schéma se dessine avec une croissance économique en réelle progression. 7% attendu pour cette année. Autre tableau ce soir, celui des opérations financières au Togo selon l'UEMOA. L'Union recherche, vous le savez, l'harmonisation de la gestion économique dans l'espace et c'est pour plus de transparence. Alors, comment se présente donc le tableau? Une rencontre se déroule à Palémé et consacrée justement à la question comment Boyardé pour le compte rendu. Parmi les mesures de l'UEMOA destinées à rendre claire et transparente la gestion des avoirs des États dans l'espace, figure en bonne place la directive numéro 10/2009/CM UEMOA, celle qui détermine l'élaboration du tableau des opérations financières de l'État. Exercice qui permet de fournir et donc de disposer des données de base fiables. Les agents des services impliqués dans la gestion financière au Togo échangent en la matière, ce qui leur permettra de mieux œuvrer par rapport à la dynamique des réformes économiques entreprises depuis quelques années. C'est un tableau qui résume, qui rend compte des dépenses aussi bien que des recettes, des engagements de l'État. Donc c'est comme une photographie au jour le jour, à l'instant T, de la situation financière de l'État, des finances publiques. Donc, maîtriser ce tableau permettra de mieux gérer, d'abord de connaître l'état des recettes et puis de mieux gérer les dépenses en conciliant les deux volets. En matière politique, en matière financière, il faut toujours améliorer. Donc, c'est la recherche du meilleur. Et au jour le jour. C'est une directive qui a été révisée en 2009 et les séances de mise en œuvre
c'est 2017. C'est une directive qui a été mise au diapason des normes et pratiques internationales en matière de statistiques de finances publiques. Cette démarche s'inscrit dans le contexte du programme harmonisé des finances publiques de l'UEMOA. Tout ceci grâce à l'appui technique et financier du projet d'appui institutionnel PAI2. Il est 20h20. L'actualité à l'étranger. D'abord, ces images. Souvenez-vous, elles avaient scandalisé l'Amérique. Walter Scott est noir, abattu de 8 balles dans le dos par un officier de police après un banal contrôle routier. C'était en Caroline du Sud. Légitime défense affirmait alors l'officier. Meurtre, lui a répondu hier un grand jury populaire, ce qui ouvre la voie à un procès qui pourrait lui valoir la prison à vie. Cela suffirait-il à apaiser la colère de ceux qui dénoncent les violences policières aux États-Unis? Pas sûr, d'autant que de nouvelles images viennent de mettre le feu aux poudres. Elles datent de seulement la semaine dernière. La scène se passe au Texas. Regardez. Tout commence par une bagarre à la sortie d'une piscine. 2 jeunes filles en viennent aux mains. Il y avait une fête au bord de l'eau et certains jeunes gens ont voulu y entrer sans être invités. La police, appelée par les voisins, arrive sur place. Le premier policier ne va pas hésiter à employer les grands moyens. Il plaque une jeune fille de 14 ans au sol, sans ménagement. 2 de ses amis veulent la dégager. Le policier réagit en sortant son arme. J'ai vraiment eu l'impression qu'il était prêt à blesser quelqu'un. Mets ton cul sur le sol. Appelez ma mère, appelez ma mère. Sur le ventre. Le policier finit par s'asseoir sur la jeune fille pour l'immobiliser. Laissez-la partir. Pourquoi vous la traînez? Franchement, je pense que c'était un problème de race, parce qu'il ne s'en est pas pris aux Blancs. Le policier s'efforce ensuite d'arrêter tous ceux qui ont assisté à la scène. Sur le sol. Attendez, monsieur. Je vous dis de poser vos culs sur le sol. Le policier est très démonstratif, mais rien d'extraordinaire pour ses supérieurs. Quand vous êtes confronté à un groupe, c'est une situation dynamique où la tension peut vite monter. Ces images d'intervention musclées ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Et le soir même, plusieurs associations de défense des Noirs manifestaient. L'officier de police a été suspendu et une enquête a été ouverte. Mais cela renforce malgré tout le malaise croissant face au racisme latent de certains services de police aux États-Unis. Voilà, c'est ça aussi l'Amérique, les États-Unis. Retour chez nous, au Togo, nous l'annoncions si en titre. Les cantines scolaires, quels impacts sur le rendement des élèves? C'est l'autre enquête de cette édition. Direction Hikiatro, à Bonou, à Takwame, dans les plateaux. Mieux les élèves mangent là-bas, plus ils travaillent en classe. Enquête réalisée par Yves Agbevivi à notre bureau, dans les plateaux. C'est la récréation au cours primaire public Hikiatro 2 dans l'amour. Les apprenants, ceux qui disposent de quelques pièces d'argent, prennent leur petit déjeuner sous les arbres et la plupart restent sur leur soif. À la mi-journée, tous reprendront le chemin de la maison, quelle que soit la distance à parcourir, avec les risques que cela comporte, mais ils doivent répondre présents à 15 heures à la reprise des classes. Inutile de se demander si tous mangent à leur faim avant de revenir et si tous reviendront suivre les cours. Du préscolaire au primaire, le constat est le même. Avant, quand on nous laissait à l'école, je montais sur la montagne pour aller à la maison. Quand je vais à la maison, des fois ma maman ne prépare pas et moi-même je prépare pour manger. S'il n'y a pas quelque chose à préparer, je bois du garri. Au préscolaire, quelquefois ils se reposer, ils ne reviennent même pas pour suivre les activités. Les élèves qui auparavant revenaient parfois avec le ventre creux et qui n'arrivaient pas à suivre les leçons sont maintenant, qui sont retenus à la cantine, arrivent à suivre bien les cours. Et ceux qui parcouraient aussi des distances et revenaient le soir fatigués, parfois somnolents. Voilà des difficultés qui, ajoutées à la pauvreté des parents, ont poussé le club de loisirs et d'œuvres socio-humanitaires à installer une cantine scolaire dans l'école primaire publique de la Poste, la seule cantine scolaire de toute la ville d'Atakwame. Cette cantine scolaire prend en charge les enfants nécessités, c'est-à-dire que les enfants orphelins ou bien les enfants n'ayant pas les moyens, dont les parents n'ont pas assez les moyens pour les subvenir à leurs besoins. Nous voulons lutter contre la déperdition scolaire, lutter contre l'absentéisme
puis lutter aussi contre les mariages précoces. Parce que certains enfants, certains parents n'ayant pas les moyens sont obligés de pousser les enfants, les filles au mariage. Donc c'est cette idée-là, pour lutter contre tous ces phénomènes que nous avons créé, cette cantine scolaire. Dans cette cantine, 180 enfants du préscolaire au primaire, des enfants issus de parents pauvres et orphelins, sont nourris chaque mi-journée contre une contribution annuelle insignifiante. Bénédicte est une élève qui bénéficie de cette aide. Issue de parents aux conditions moins enviables, elle reconnaît l'importance de cette cantine dans ses études. Ça m'intéresse. Parce qu'à la cantine, on nous aide à manger et on ne paie pas trop cher. Cette fille, à l'instar de ses camarades, devrait peut-être déjà abandonner l'école. La cantine scolaire l'a, comme les autres bénéficiaires, soutenue et elle est demeurée parmi ses camarades. Depuis la création de cette cantine en 2008, les effectifs ont augmenté parce que les élèves qui abandonnaient, qui ne trouvaient pas alors à manger et abandonnaient, ont grossi les rangs, et ce qui a fait que les effectifs dans les classes ont augmenté. Alors que certains des élèves bénéficiaires de la cantine se reposent et d'autres revisent leurs cours, nous avons surpris certains de leurs camarades en circulation, d'autres auprès des revendeuses aux abords des rues. Ils n'auront pas le temps de s'offrir une sieste réparatrice du système nerveux, ce qui explique leur manque de vigilance à la reprise des classes dans l'après-midi. Nous pouvons dire clairement que la cantine a eu un impact positif sur le résultat de ces élèves. Si nous prenons par exemple les élèves de CM2, tous ceux qui mangent à la cantine depuis la création de cette cantine et qui sont au CM2, ils réussissent à 100% toujours au CPD. Bon, pour le reste des classes, leur rendement aussi est meilleur qu'auparavant. Les avantages des cantines scolaires sont nombreux pour les parents et davantage encore pour les bénéficiaires directs que sont les enfants. Il y a des élèves qui parcourent une grande distance avant de venir à l'école. Ces élèves-là sont également retenus après études. Et ces élèves, comme la distance aller-retour est un peu grande, au lieu d'aller encore à la maison à midi, après avoir mangé, ils restent à l'école, ils se reposent et ils profitent aussi parfois de ce petit temps pour réviser leurs leçons. Dans toute la région des plateaux, on compte seulement 51 écoles dotées de cantines où l'on sert des repas scolaires et 50 sont des écoles rurales. Les cantines scolaires et le rendement des élèves, le grand format de cette édition sport, football, match amical de préparation, les éperviers du Togo. Les éperviers du Togo défaits encore hier par les Black Stars du Ghana, 0 but contre 1. Retour sur ce match avec Koko Lamine Konaté. Parti de Lomé samedi dans la mi-journée sans certains cadres, les éperviers du Togo sont arrivés dans la capitale ghanéenne le même jour et n'ont pu fouler à Accra Sports Stadium que dimanche après-midi pour la reconnaissance du terrain. Là, les intentions sont claires. Black Star épervier, un match amical très pris au sérieux par le staff technique. Avec l'équipe nationale, chaque match est très important. Il y a aussi des points pour le FIFA. C'est notre premier match en camp. C'est une bonne préparation. Et naturellement, je veux un résultat ou un bon match tactique de notre équipe. Mais je veux retourner à Lomé avec minimum un point. Malgré la concentration et la sérénité d'avant-match, le nul a échappé aux éperviers qui ont d'entrée tenu tête au Black Star et pouvaient même ouvrir le score si Maouna Amevo n'a pas manqué de chance. Une chance qui n'était pas du côté des éperviers, mais qui s'est retrouvée dans le camp des Black Stars, surtout dans les pieds de Bernard Messon à la 36e minute. Et ça fait 1-0 pour le Ghana à la pause. En seconde période, les éperviers sont revenus très engagés et ont beaucoup tenté sans parvenir à l'égalisation. Même en supériorité numérique, après l'expulsion de Moubarak Wakasso à la 78e minute, le score n'a pas changé. Comme en septembre et en novembre dernier, le Togo chute de nouveau face au Ghana, mais l'on peut être satisfait cette fois-ci du jeu produit. Je suis satisfait avec la performance de l'équipe. Contre Libéria, je veux seulement 3 points.
parce que c'est un match de qualification. On doit gagner ce match contre Libéria, mais je suis content et je pense que les qualités sont là pour aussi gagner ce match contre Libéria. Le bloc équipe a été quand même assez costaud, donc on a été quand même solide. Après on a réussi à produire du jeu comme j'ai dit, à poser le ballon, à ressortir le ballon proprement et à se créer des opportunités devant le but. Malheureusement sur ce match-là ça n'a pas souri, en espérant que ça sourit le match prochain. Le match prochain ce sera ce dimanche à Kégué face au Libéria. Une rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Fermer cette édition communiqué du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il nous a été donné de constater une prolifération anarchique des pesticides agricoles sur les territoires togolais, malgré les efforts du gouvernement pour le respect de la réglementation phytosanitaire en vigueur, exposant ainsi les utilisateurs et les consommateurs de produits agricoles traités à des risques d'intoxication dont les conséquences sont des fois fatales. À cet effet, il est rappelé à tous les opérateurs économiques de la filière des pesticides agricoles que toute personne physique ou morale qui importe, commercialise, distribue et ou applique les pesticides agricoles au Togo doit être détentrice d'un agrément professionnel et les produits phytosanitaires vendus doivent être homologués conformément à la loi numéro 96-007/PR relative à la protection des végétaux du 3 juillet 1996. Il a demandé à tout opérateur économique de la filière des pesticides, dont les agréments professionnels et les homologations sont inspirés, de les renouveler sans délai. Des contrôles seront effectués sur toute l'étendue du territoire national et les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par la loi. Par conséquent, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche invite les personnes concernées par ce présent communiqué de s'adresser au secrétariat permanent du comité des produits phytopharmaceutiques à la direction de la protection des végétaux pour la régularisation de leur situation. Voilà qui met fin à cette édition du soir. On se quitte tout de même sur ces images. La cartographie des zones inondables à Lomé, elle a été présentée cet après-midi par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. C'est pour réduire les risques en cas d'inondation. Nos programmes ce soir, la météo tout à l'heure, risque de pluie encore sur Lomé cette nuit. Rachel Aokou nous en dira un peu plus tout à l'heure, 20h50, le journal de l'économie qui vous sera présenté par Mathias Touglou. Ce sera consacré donc aux dispositions gouvernementales relatives à la régularisation du secteur du ciment au Togo et le financement des PME-PMI par les initiatives privées visant la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et puis 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Ngotchin dans l'Oiro, à Port-Gentil au Gabon. C'est sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Très bonne soirée.